Les journées des Trois Glorieuses de juillet 1830 ont conduit à l'abdication de Charles X, dernier roi bourbon sur le trône de France. Louis-Philippe d'Orléans est désigné pour lui succéder à la tête du pays. Cherchant à réconcilier les idées de la Révolution et la monarchie, Louis-Philippe Ier se fait appeler roi des Français. Il adopte le drapeau tricolore et se montre proche du peuple. Ses efforts ne porteront jamais les fruits qu'il espère, et l'opposition ne cesse de grandir. L'interdiction de banquets, rendez-vous politiques révolutionnaires, mène à une révolte qui aboutit à l'abdication de Louis-Philippe. Celui-ci désigne son petit-fils, le comte de Paris, comme son successeur. Mais les républicains, qui ne veulent pas une fois de plus se faire voler leur révolution, s'empressent de proclamer la Seconde République et mettent en place un gouvernement provisoire. Un gouvernement provisoire, c'est un gouvernement que l'on met en place pour un temps, en attendant le gouvernement qui va être mis en place de manière durable. En ce mois de février 1848, la France connaît une ambiance très particulière. En effet, les révolutionnaires sont persuadés que la Seconde République fait entrer la France dans un monde nouveau, où rien ne sera plus comme avant. Les révolutionnaires sont persuadés que cette République va durer pour toujours et que nous avons enfin trouvé le modèle qui convient à la France. Le gouvernement provisoire met en place de nombreuses réformes. Par exemple, la devise « Liberté, égalité, fraternité » est mise en place ce mois-ci. L'esclavage est aboli dans les colonies. Le suffrage universel est mis en place. Alors le suffrage, c'est la manière dont on va voter, la manière dont s'organise un vote, des élections. Le suffrage universel, cela veut dire que tous les citoyens ont le droit d'aller voter. Avant, il n'y avait que certaines personnes qui pouvaient aller voter, et maintenant, le suffrage universel, tout le monde a accès au vote. Presque tout le monde, puisque, avec le suffrage universel de 1848, ni les femmes, ni les militaires, ni le clergé ne peuvent aller voter. Donc il ne s'agit pas encore d'un vrai suffrage universel. Le gouvernement provisoire met aussi en place les ateliers nationaux. Il y avait à cette époque-là énormément de chômeurs, de personnes qui ne pouvaient pas travailler, qui ne trouvaient pas de travail en ce temps de crise économique. Alors, le gouvernement s'est dit, on va créer des ateliers qui vont embaucher tous les chômeurs. On va leur donner du travail, on va un peu inventer du travail pour qu'ils puissent avoir une rémunération. Très vite, ces ateliers sont débordés. Il arrive parfois qu'il y ait plus de 100 000 personnes qui se présentent aux ateliers nationaux. Et assez vite, les caisses vont se vider pour pouvoir rémunérer, payer tous ces ouvriers. Le gouvernement provisoire organise des élections pour la Chambre des députés le mois d'avril 1848. Il espérait voir le peuple français marcher à sa suite et voter pour les idées les plus révolutionnaires. Mais beaucoup de Français craignent en fait les idées trop radicales des révolutionnaires, et c'est le parti modéré qui obtient la victoire. Du côté des ateliers nationaux, les caisses se vident et des troubles s'y propagent, car c'est le rendez-vous de bien des révolutionnaires. L'Assemblée décide donc la fermeture des ateliers nationaux le 20 juin 1848. En réponse à cette décision, des barricades se dressent à Paris. Le gouvernement républicain confie au général Cavaignac la répression de cette rébellion. Lors de ces journées sanglantes, l'archevêque de Paris, Monseigneur Affre, cherche à réconcilier les deux partis. Mais il est abattu par un révolutionnaire alors qu'il se rendait sur une barricade, place de la Bastille. Nous sommes en juin 1848. Il y a à peine 4 mois, nous étions dans un état de joie, d'euphorie, où nous pensions que ça y est, la paix allait durer pour toujours. 4 mois plus tard, les espoirs des révolutionnaires sont déjà déçus. Le peuple français, lui, se méfie des radicaux qui organisent toutes ces émeutes. Il reste encore très majoritairement royaliste et désire un État fort. La France se prépare à vivre la première élection du président de la République. Selon la Constitution, le président sera élu pour 4 ans
non renouvelable immédiatement et il travaillera avec l'Assemblée législative. Deux candidats s'opposent pour ces élections de 1848. D'un côté, le poète Lamartine, un révolutionnaire, et de l'autre, le neveu de Napoléon Ier, Louis-Napoléon Bonaparte. C'est ce dernier, Louis-Napoléon Bonaparte, qui va remporter les élections avec une écrasante majorité. Louis-Napoléon Bonaparte et son gouvernement prennent des décisions pour renforcer l'autorité de l'État et limiter les risques d'une prise de pouvoir des révolutionnaires. Ainsi, par exemple, la liberté de la presse est réduite, ainsi que l'accès au droit de vote. Le président de la République, Bonaparte, souhaite rester au pouvoir plus longtemps que les 4 ans réglementaires. Il dissout donc l'Assemblée nationale, c'est-à-dire qu'il la renverse, en 1851, un jour très symbolique, le 2 décembre 1851. Le 2 décembre, date anniversaire du sacre de son oncle Napoléon Bonaparte comme empereur et date anniversaire de la victoire d'Austerlitz. Ce coup d'État n'est que la première étape, car en 1852, suite à un plébiscite, Louis-Napoléon Bonaparte fait rétablir l'Empire. C'est la fin de la Seconde République et le début du règne de Napoléon III, empereur. Le règne de Napoléon III va connaître 2 étapes très différentes. La première, de 1852 jusqu'à 1860, est celle d'un empire autoritaire. Napoléon III va faire tout son possible pour maintenir son pouvoir, pour augmenter son autorité. Ainsi, de nombreuses libertés sont supprimées pour empêcher toute opposition à son régime. Mais à partir de 1860, Napoléon III va être forcé d'assouplir son mode de gouvernement. On va avoir un empire plus libéral, qui laisse plus de liberté. Par exemple, il va rétablir la liberté de la presse, il va rétablir la liberté de réunion, et il rend aux députés le droit de critiquer le gouvernement. En 1869, des élections sont organisées pour la Chambre des députés, et on voit de nombreux républicains qui deviennent députés, de plus en plus de républicains par rapport aux bonapartistes et aux royalistes. Malgré tout, le peuple approuve Napoléon III lors d'un plébiscite qu'il organise en 1870. Le peuple des Français reste encore en 1870 majoritairement derrière leur empereur. Le règne de Napoléon III comme empereur est aussi marqué par une transformation économique du pays. L'empereur favorise le développement du chemin de fer en multipliant par 5 les voies ferrées sur le territoire français et en créant 6 compagnies ferroviaires. Les ports maritimes sont agrandis et de nouveaux sont créés, comme celui de Saint-Nazaire. Toutes ces transformations permettent un développement du commerce en France. Sous la direction du baron Haussmann, Paris est modernisé. Les rues étroites de Paris sont élargies en des boulevards qui améliorent la circulation, mais aussi qui limitent la possibilité de barricades et permettent le passage de l'armée en cas de révolte. Les immeubles sont modernisés dans un style que l'on appelle aujourd'hui haussmannien. L'éclairage et l'accès à l'eau potable sont améliorés et des égouts sont mis en place. D'autres réformes ont lieu aussi dans le domaine de l'éducation ou de l'armée, mais cette dernière est un échec. Et le mauvais état de l'armée française sera en grande partie responsable de la terrible défaite de 1870 qui mènera à la fin de l'Empire.